Bonjour. Le métier de soignant est le plus beau des métiers du monde et pourtant les vocations s'étiolent, le sens se perd, l'épuisement guette et les désillusions gagnent du terrain. Jamais la situation des soignants n'aura paru aussi difficile et cela semble s'aggraver en dépit des réponses du jamais vu apportées par les pouvoirs publics. La semaine dernière, arrêt en cascade aux urgences du CHU d'Orléans, plus de maternité dans le département de la Nièvre. On ne voit pas le bout du tunnel, on n'a plus d'espoir, disent les soignants. Un Français sur deux qui a consulté un professionnel de santé estime qu'il était fatigué psychiquement ou physiquement, nous dira tout à l'heure Odile Peixoto dans le sondage BVA. Bien sûr, globaliser, c'est réduire et ne pas voir les différences entre soignants. Au sein d'une même profession, de grandes différences existent, tant dans les conditions de travail que dans les difficultés rencontrées. Mais il n'en demeure pas moins que les soignants avec le Covid et même avant le Covid, depuis plus d'une dizaine d'années, ont de plus en plus de mal à exercer sereinement et épanouissement leur métier. Les causes sont connues. Nous les passerons en revue avec nos invités, mais nous nous attacherons à comprendre quelles sont les solutions originales et concrètes, urgentes et de long terme. Le récent rapport du Sénat sur l'hôpital est édifiant, tant pour les causes du malaise que pour les pistes de solutions. Pour en débattre, deux médecins, l'un hospitalier, l'autre libéral en ville et une infirmière de pratique avancée. Mais bien sûr, tous les soignants sont concernés, les pharmaciens, les sages-femmes, les biologistes, etc. Franck de Vulder, vous êtes président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF. Vous représentez donc les médecins libéraux, quelle que soit leur spécialité. Vous êtes gastro-entérologue à Reims. Thierry Godot, vous êtes président, alors c'est long là, de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et président de la CME, du centre hospitalier de La Rochelle. Tatiana Henriot, présidente de l'Union nationale des infirmiers et infirmières, c'est inclusif, en pratique avancée, l'UNIPA, union qui concerne tant l'activité libérale qu'hospitalière. Vous êtes IPA, infirmière de pratique avancée, libérale dans les Yvelines. Ce débat est enregistré ce jeudi 21 avril dans la matinée au Café de Flore. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Medtronic, Point Vision et Care. Pascal, première question. Oui, d'abord rappelons, Philippe, que nous sommes à quelques heures de la mère des élections, les élections présidentielles dans quelques jours, et le vrai débat, c'est ici. Au lendemain donc du grand débat entre le président candidat Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Philippe a utilisé une figure de style, la prétérition, et il a cité toute une série de soi-disant malaises qui frapperaient le secteur de la santé et les soignants et soignantes. Peut-être, pour commencer, et nous mettre en jambes les premiers diagnostics. Alors, par exemple, Franck de Vulder, vous percevez également des malaises aussi importants que ce que Philippe Leduc nous a décrit ? Réellement. On ne fait pas médecine, on ne devient pas professionnel de santé par hasard. Médecine, être professionnel de santé, être infirmière, être pharmacien, être kinésithérapeute, c'est donner un sens particulier à sa vie. C'est donner un sens particulier à sa vie qui va vers les autres. Or, aujourd'hui, on est confronté à des difficultés quotidiennes. La principale d'entre elles qui nous occupe tous est celle de la difficulté d'accès aux soins et de répondre à un besoin de soins. Et n'allons pas imaginer que ce soit seulement la préoccupation des usagers qu'on est tous potentiellement, soignants ou non finalement, mais c'est une douleur et une déchirure pour chacun des soignants que nous sommes. Franck de Vulder, vous êtes le nouveau président de la CSMF. Vous avez été élu il y a quelques jours ou quelques semaines. Un mois, oui. Un mois. La part de la pandémie quand même et de la crise sanitaire exceptionnelle que nous avons traversée dans ce soi-disant malaise que vous décrivez. Il serait provocateur que dire que la pandémie a eu du bon, parce que c'était une catastrophe sanitaire auquel on ne s'attendait pas. Le débat d'hier soir, même si le vrai débat est ici, en parler dans certains moments. Merci de le reconnaître. C'est une évidence qui est partagée par beaucoup dans la presse ce matin. Mais ça nous a donné, je pense qu'il faut nous en inspirer, une impulsion nouvelle. Parce que finalement, ça nous a appris, dans l'urgence, à se coordonner, à travailler plus ensemble, public et privé, médecins et autres professionnels de santé, avec des résultats inattendus. Je me souviens, juste pour donner une anecdote, du directeur général de l'assurance maladie
qui était alors Nicolas Revel, qui, après la première vague de la pandémie, nous avait réunis, nous les syndicats médicaux, dans ce qui est une commission paritaire nationale. Et je me souviens de ce mot que je cite souvent parce qu'il m'avait étonné en bien, et où il saluait l'agilité des professionnels de santé, médecins et non médecins, libéraux et hospitaliers. Merci de la transition. Alors Tatiana Henriot, Philippe Leduc vous a présenté d'abord comme soignante, infirmière, mais également présidente d'un des syndicats, le principal syndicat, l'UNIPA, des infirmiers en pratique avancée. Alors vous, le diagnostic que vous faites? Aujourd'hui, je vais rejoindre un peu ce que dit M. De Wilder, à savoir que la pandémie a bien montré qu'en fait, tous les soignants ont dû se mettre à travailler tous ensemble pour faire face à cette pandémie et surtout à cette vague qu'on a eue aussi bien dans les établissements hospitaliers qu'en ville. Avec une charge de travail avec très lourde. Avec une charge de travail énorme, décuplée. Partout. Je me souviens, moi, du premier confinement où les infirmières et les médecins en ville, notamment, sont restés au front pendant que les autres professionnels de santé ont dû être confinés. Donc, il restait les établissements hospitaliers et la ville. Et dans ce premier confinement, on n'avait aucun moyen. On avait la solidarité. En France, on a une vraie tradition de solidarité. Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour faire face, dans un premier temps, à ce qu'on ne connaissait pas, à cette organisation de prendre en soin tout le monde, continuer à soigner les gens à domicile, avec des protections qu'on n'avait pas. Vous partageriez cette idée qu'il y a, comme l'a un petit peu cité en filigrane Philippe Leduc, une perte d'enthousiasme dans les métiers de soignants? En fait, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte de sens où il y a eu beaucoup de rationalisation et d'économies qui ont été menées. On nous oppose systématiquement ou très souvent le coût, alors que pour nous, c'est un investissement. Et même dans notre activité, on s'investit au quotidien auprès des patients ou des usagers. Et donc, cette perte de sens, où nous, on a un cœur de métier qui est vraiment aller vers les gens et les accompagner dans leur parcours de soins ou leur parcours de santé, cette perte de sens ou ces injonctions paradoxales font qu'aujourd'hui, avec la pandémie qui est venue se rajouter, la charge de travail, aujourd'hui, on se dit à quoi bon continuer? Et est-ce qu'on continue? Est-ce que le sacrifice qu'on peut avoir, alors j'aime pas ces termes-là parce que c'est des termes un peu religieux, mais l'investissement qu'on va mettre dans notre activité professionnelle, le fait qu'on travaille les week-ends et tout ça, est-ce que ça va... C'est nécessaire en fait. On va aller dans les détails. Et pourtant, malgré tout... on est toujours là parce qu'on a ce cœur de métier qui est l'autre. Et la prévention. Et peut-être qu'il y a eu une reconnaissance peut-être réellement du travail des soignants. Enfin, en tout cas, une certaine visibilité. On y reviendra si vous le voulez bien. Ouais. Et alors, Thierry Godot, donc vous êtes hospitalier, vous êtes président de la CME. On aurait presque d'ailleurs tendance à dire que cette crise vous a permis, enfin depuis quelques années, de remédicaliser l'hôpital. Vous devriez être plutôt dans une certaine mesure satisfait. Enfin, il y a quand même des sources de satisfaction dans toutes ces évolutions, non ? Alors pour l'instant, il y a eu des textes qui remédicalisent. On verra dans les faits. Mais en effet, ce que la crise a démontré, c'est que les soignants, on pouvait leur faire confiance dans les organisations, qu'ils étaient capables d'innovation. Dès qu'on levait un peu les freins administratifs, alors financiers, là après il ne faut pas trop rentrer dans le monde des bisounours parce qu'il y aura obligatoirement un moment ou un autre des contraintes financières, mais les soignants étaient capables aussi de s'adapter, d'innover, de prendre en charge véritablement dans une situation que personne n'avait jamais connue, les patients. Alors, moi je partage les constats. La crise, c'est malheureux de le dire, a eu du bon parce que on se retranche toujours derrière les problèmes de démographie, ça c'est une réalité, ça touche globalement tout le monde, mais on a un système de santé globalement à bout. On est passé d'une médecine des maladies aiguës à une médecine des maladies chroniques, où on est plusieurs à prendre en charge les patients. L'hôpital avant, c'était le lieu d'un épisode aigu, c'est devenu un moment du parcours de soins. Et il y a un avant et il y a un après l'hôpital. Et tout le monde a pris conscience, mais c'était déjà un petit peu naissant, mais là c'est devenu véritablement un élément de réflexion fort,
qu'on ne pouvait pas travailler les uns à côté des autres. Et notre système aussi, il est pensé cloisonné, très ville-hôpital, même entre professionnels, et véritablement, et d'ailleurs ça sera un des éléments pour résoudre les problèmes de démographie, on ne résoudra pas tout, mais c'est vraiment les coopérations interprofessionnelles, les collaborations ville-hôpital, et ça l'a mis en évidence. On l'a vu aussi au début de la crise. On a eu un réflexe tout hôpital. Moi, le premier patient Covid que j'ai eu était asymptomatique. On l'a transféré en SMUR au CHU, mais c'était dans les tout premiers. Et on a bien vu après que ça marchait dans les territoires. Et je pense que le territoire sera quelque chose à explorer. Thierry Godot, on va aborder tout ça. Moi, à vous écouter, j'ai un sentiment que vous minorez un peu le malaise des soignants. On arrive tout de suite à l'organisation. C'est vrai, on va y arriver à l'organisation. Mais je pense que... Non, exactement, vous avez raison, il ne faut pas redire ce que vos confrères ont dit. Mais nous, le sentiment qu'on a, enfin, si on en croit la presse, si on en pense les gens qu'on rencontre, il y a un vrai malaise, il y a une vraie difficulté. Alors, sur le diagnostic, vous en avez parlé, sur les remèdes, on a de moins en moins de soignants. On en aura de moins en moins dans les années à venir, en tout cas des médecins. Et il y a une intensification du travail, comme vous disiez. Donc on arrive dans un effet ciseau qui est terrible dans les 10 années à venir. Donc quelles sont les solutions à court terme? Qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour sortir un peu des difficultés actuelles? Est-ce qu'il faut très rapidement redéfinir les missions de chacun? Est-ce qu'il faut responsabiliser différemment les soignants? Et ça concerne la ville comme l'hôpital. Alors, Tatiana Henriot, d'abord, comment sortir assez rapidement quand même, parce qu'on va manquer de soignants. Les écoles d'infirmières ont recruté beaucoup d'infirmières. Elles s'en vont très rapidement. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être parce qu'elles ont été mal sélectionnées. Peut-être parce que la dureté du travail, la dureté de l'enseignement. Comment faire en sorte qu'on va manquer de soignants? Il faut trouver des solutions rapides. Ça a toujours été le cas, cette question. Pardon? Ça a toujours été le cas. Non, parce que là, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés. Vous nous avez oui, nous alors ils sont sélectionnés différents. Mais sans rentrer dans ce détail, comment très rapidement faire en sorte que les soignants soient mieux dans leur activité et on va le voir avec les Français, répondre mieux aux attentes des Français. Je pense qu'il faut un choc de fidélisation, un choc de l'organisation. Il faut rendre à nouveau attractif un peu le centre hospitalier qui aujourd'hui, pour les soignants, ne l'est plus, ou beaucoup moins. La carrière hospitalière d'une infirmière, c'est difficile. Oui. Il y a beaucoup de diplômes, des DU, tout ça, il n'y a rien qui est reconnu. Alors, ce n'est pas spécifique à la pratique, c'est pas spécifique aux infirmières, mais c'est spécifique à tous les soignants, voire aussi à certains médecins. Donc, cette fidélisation, aujourd'hui, elle n'existe pas, ou très peu. On a des services qui sont en permanence tendus au niveau du travail. Je pense aux urgences. Donc, le travail sur... d'ailleurs, les urgences, avant la crise, il y avait le collectif interurgence qui s'était mis en place pour justement... Qu'on avait reçu ici, d'ailleurs. Oui, voilà. Et la solution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en amont, qu'est-ce qu'on fait pour soulager les urgences? Et dans la structure hospitalière, qu'est-ce qu'on fait pour soulager les urgences? Alors après, comment recruter? On est dans la même problématique, il faut former et faciliter la formation et en même temps accompagner ces étudiants pendant la formation et leur montrer que derrière, ils seront fidélisés en poste aussi. Alors Franck de Vulner, au niveau des médecins libéraux, alors il y a médecins libéraux et médecins libéraux, il y a spécialistes et spécialistes, ils ne sont pas tous dans le même panier, si je puis dire. Mais il y en a qui sont très bien, d'autres qui ont plus de difficultés. Les médecins généralistes souffrent parce qu'ils sont peu nombreux, il y a des déserts médicaux, les patients sont de plus en plus demandeurs. Et vous exercez. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Philippe l'a dit, vous exercez à Reims, mais dans une clinique privée également. Tout à fait. Oui, j'exerce à Reims, dans une grosse clinique privée, dans un gros cabinet de groupe. Vous êtes gros, quoi, vous? J'essaie de me préserver. Plus sérieusement, je pense qu'il y a un réel malaise. Et je pense qu'on le partage. Alors, quelle solution à court terme? Parce que ça va s'aggraver dans les 10 années qui viennent. Il faut donner une ambition, il faut donner de la confiance, il faut donner et arriver à une certaine reconnaissance. Et ce n'est pas qu'une reconnaissance économique et financière. Il faut donner cet espoir-là. Or aujourd'hui, tous autant qu'on est, Thierry Godot en parlait tout à l'heure, Tatiana en parlait à l'instant, les médecins libéraux, on est dans le même schéma. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un moment finalement de lueur, de bien-être. C'est très paradoxal, pendant ces 2 ans et demi terribles de la pandémie à Covid. Pourquoi? Parce qu'on a vu, moi j'ai vu, des anesthésistes de ma clinique privée
qui sont allés prêter main forte au CHU de Reims. J'ai vu des infirmières anesthésistes salariées de ce cabinet d'anesthésie, très gros cabinet d'anesthésie, aller prêter main forte. Ça, c'est très important. Mais comment le pérenniser? Chacun revient dans son couloir maintenant. Et puis après, on est revenu dans nos CEO. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rompre, je pense, faire tomber ces murs qui nous séparent les uns les autres, aller vers plus de coopération entre et ça donnera plus de sens. Aller vers un esprit entrepreneurial de la médecine. Ce qui était un gros mot. Parler entreprise médicale, il y a encore peu de temps finalement, c'était jugé comme contraire à la singularité du colloque singulier médecin-patient, infirmière-patient, pharmacien-patient. C'est pas opposé, c'est des notions qui sont complémentaires. Il faut aller vers un sens de l'entreprise, la finalité étant, de pouvoir offrir aux usagers et qu'ils continuent, comme ils l'ont fait pendant des mois et des mois, à nous applaudir chaque soir, et finalement nous applaudir dans leur vie courante, parce qu'ils trouveront une réponse à leurs problèmes de santé. Mais on ne peut pas pour autant expliquer à une génération qui a changé qu'il faille travailler 70 heures par semaine. Alors Thierry Godeau, l'hôpital, parce que c'est pire l'hôpital. Non, mais je rajouterai, j'aimerais avoir la réponse de Thierry Godeau, encore qu'il ne soit pas le seul défenseur de l'hôpital public, mais dire que le diagnostic, c'est qu'il manque d'esprit d'entreprise, c'est pas nécessairement partagé. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si je sais pas si on ressortira de toute cette période avec cette idée-là. Mais alors, à l'hôpital, vous avez raison de la mettre en débat. Le Sénat a fait un rapport qui est terrible, qui est accablant quand même. Donc, la question que vous pose, c'est les difficultés sont là, ça risque de s'aggraver au niveau attractivité des métiers. Comment concrètement, rapidement en sortir pour que les Français trouvent le médecin et le soin approprié? Alors, déjà pour réagir, je n'ai pas beaucoup insisté sur le malaise de l'hôpital parce que je pense que d'abord le malaise est partagé. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que tous les soignants vont mal, quel que soit le lieu d'exercice, et l'hôpital va mal. On a un peu insisté sur la crise parce que ça a donné une lueur d'espoir sur les possibilités pour aller mieux, mais on voit bien que c'est comme un peu dans certaines addictions, l'arrêt de la crise fait un rebond du malaise de l'hôpital qui fait qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Le malaise est encore grandissant parce qu'il y a eu de l'espoir pendant cette crise et cet espoir, on ne le voit plus. Et ça devient un problème. Alors, sur le rapport du Sénat, là, c'est pareil. Il y a un encadré qui a repris mot pour mot ce que j'ai dit dans l'audition sur l'attractivité et la fidélisation des médecins. Qu'est-ce que vous avez dit? Que l'hôpital, on y vient parce que c'est un lieu, alors comme d'autres, mais c'est un lieu d'exercice formidable. On y vient évidemment pour soigner, on y vient pour faire de la recherche, on y vient pour faire de l'enseignement, de la formation, de l'innovation, du travail en équipe. Et aujourd'hui, on voit, et on sait qu'on va gagner moins d'argent à l'hôpital, mais on le sait en connaissance de cause. Et on voit que tout le reste, ce pourquoi on est venu à l'hôpital, est en train de se déliter pour des raisons budgétaires. Le travail en équipe a été détruit pour plein de raisons, de problèmes de personnel. L'informatique a fait beaucoup de mal. On a pensé que l'informatique allait remplacer les échanges humains, et ça, c'est une catastrophe. On a un peu... Alors, je voulais réagir sur l'hôpital entreprise. Moi, je ne suis pas sûr que ça s'applique vraiment à l'hôpital. Et je ne sais pas si ça s'applique véritablement aux soins. Il faut aller vers l'efficience, mais on voit que l'esprit d'entreprise à l'hôpital a un peu tué l'hôpital. On a voulu industrialiser les processus de soins, on a voulu tout normaliser. On voit bien sur les histoires de lits, on raisonne en moyenne, on raisonne en durée moyenne de séjour, mais aujourd'hui ça ne marche pas. L'hôpital, en fait, l'un des gros malaises de l'hôpital, c'est de chercher un lit en permanence. Avec le problème, c'est que le malaise des urgences aujourd'hui, il vient que l'hôpital est incapable d'absorber l'activité normale des urgences. Parce qu'on n'est pas dans un problème, dans ce qui se passe actuellement, notamment en Orléans, on n'est pas dans un problème de médecine de ville. On a un problème de malade qui doit être hospitalisé, donc sauf problème de pertinence, c'est un problème de l'hôpital, que l'hôpital est incapable d'absorber aussi, parce qu'il est incapable de faire sortir ses patients. Et on a un vrai problème aussi sur la sortie de l'hôpital. Et dans vos rapports, Thierry Godeau, excusez-moi, il y a un débat. Dans vos rapports avec les directions d'hôpital, parce que quand même, ce sont de grandes structures, et je viens en renfort, il n'a pas besoin de moi, mais sur cette idée d'entreprise, ces entreprises de l'hôpital, ça se manage quand même. Oui. Vous ne pouvez pas le nier. Donc il y a bien des organisations. Mais on l'a managé trop d'un point de vue économique, rentabilité.
On va en parler du management. Peut-être les rémunérations quand même. Parce que la performance en santé, on pourra en discuter, mais oui, c'est pas que l'argent. On va parler du management de proximité. Oui, parce que sur les rémunérations, question importante, il y a eu des augmentations de rémunération importantes quand même, 11 milliards, donc ça ne suffit pas manifestement. Est-ce qu'il faut plus? Comment vous réagissez par rapport à ces augmentations? Et on a eu quand même des lois, une loi qui est ce qu'elle est, mais enfin qui a régulé, ou en tout cas qui a tenté de repenser la gouvernance hospitalière. La loi RIST, oui, qu'on avait invité. Oui, puis les ordonnances. Alors, est-ce que les rémunérations, c'est suffisant? Est-ce que le niveau d'abord d'augmentation est suffisant? Et bien évidemment, il y a d'autres choses à faire au niveau réorganisation. Et simplement parce que tu me donnes la parole, Philippe. Voilà. Je dois dire qu'on a une multitude de rapports. Alors là, celui-là, je ne sais pas s'il est meilleur que les autres. Enfin, il est en tout cas extrêmement politique. Le rapport du Sénat. Enfin, on a une masse d'informations. Un point sur les rémunérations et puis après sur le management. Un plaisir pour les journalistes. Quand on aborde le problème des rémunérations, on aborde une donnée évidemment sensible. On a vu encore il y a quelques jours une tribune publiée dans Le Monde par le président de la Fédération des spécialités médicales qui fait il y a quelques lignes sur ces différentiels de rémunération. D'abord, on va parler de la rémunération. 4 à 5 entre médecins. Oui, mais voire plus. Alors, dans les deux sens. Je suis désolé. Bien sûr. Je suis désolé. De 5 à 1. Le médecin le moins bien payé en France, vous partagez cette spécialité, vous êtes endocrinologue, c'est l'endocrinologue en libéral. Il touche, il gagne moins que tout le monde. Et alors, donc vouloir mettre la rémunération comme étant l'alpha et l'oméga de l'attractivité, et vous le disiez vous-même, M. Godot, en disant chacun va choisir son modèle. Moi, ce que je pense, c'est d'ailleurs que ces modèles, et nous poussons, nous à la CSMF, vers ce qu'on appelle peut-être improprement un statut unique du médecin, c'est-à-dire, à défaut de définir ce que peut être le statut unique, plus de passerelles entre les uns et les autres. Il est vrai que certains exercices, certaines spécialités, on pense souvent au même. On cite souvent l'exemple des radiologues, en disant mais le radiologue en libéral, ça a des rémunérations plus élevées que le radiologue à l'hôpital. Sachez quand même que le radiologue en libéral, ça fait 80% de l'activité radiologie en France, et ce sont des entrepreneurs. Pas au sens que vous décrivez, que vous craignez et que je partage. Et nous avons les mêmes contraintes aujourd'hui dans les cliniques privées. La vie d'un médecin dans une clinique privée aujourd'hui a changé. Sur les rémunérations, la question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que l'effort sur les rémunérations aujourd'hui, c'est bien, il faut passer maintenant aux réorganisations, comme dit le président de la République, ou est-ce que c'est insuffisant? Très rapidement pour aborder les autres problèmes. Très rapidement, 2 points. Et vous permettrez 2 points différents. Un, sur les autres professionnels de santé que les médecins. Oui. En 2 mots, le Ségur de la santé a augmenté, et pas suffisamment, ma femme est cadre de santé au CHU de Reims. Donc, je connais parfaitement le problème. Elle est infirmière et cadre de santé, et IBOD. Et je connais parfaitement le niveau de rémunération à l'hôpital public qui a été insuffisant malgré le Ségur. Et cet effort doit être poursuivi. Thierry Godot nous en parlera à l'hôpital public. Pour les mêmes infirmières qui travaillent en privé, il a fallu que la FHP d'un côté, les syndicats médicaux de l'autre, et les syndicats d'infirmiers enfin se battent pour obtenir une valorisation qui est moindre. Et dernier aspect sur ce premier sujet, les 80 000 salariés des cabinets médicaux, ils sont 80 000 aujourd'hui en France, n'ont subi aucune rémunération particulière. J'en ai parlé au ministre il y a 10 jours. Donc il y a des efforts à faire. Et en disant, encore. ils ne sont pas à ma main. Oui, d'accord, mais nous... D'accord, alors très rapidement, Henriot, rémunération, est-ce que c'est une marge importante ou est-ce que c'est nécessaire? En tout cas, Tatiana Henriot, vous avez la chance, Franck de Vulder doit être assez ouvert sur les infirmiers, les soignants. Puisque son épouse, il vient de nous le dire, est une de vos collègues à Reims. C'est ça, je pense que vous avez de la chance façon, dans vos prochaines négociations avec la CSMF. Allez-y, poursuivez. Alors, rémunération après ces messages codés. Le constat, il est effectivement que c'est un frein énorme pour toute la filière soignante. Je vais parler des infirmiers, je vais parler des infirmiers en pratique avancée, où là, aujourd'hui, la rémunération n'a même pas été pensée à la hauteur des responsabilités et de ce qu'il peut y avoir dans l'activité elle-même. Mais je m'excuse, mais vous coupez, vous êtes peut-être un peu pressé aussi, non? Enfin, il faut que les choses se mettent en place. Moi, ça va faire 3 ans que je suis diplômée. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre de mon activité, clairement.
Donc, les Donc, négociations... il faut qu'on avance. Thierry Non, Godot. non, c'est moi qui l'ai coupé. Non, mais il faut plus de rémunération. Oui. Il y a eu des efforts en ville passée, insuffisant. à l'hôpital. C'est insuffisant. Ah ben, l'hôpital, on voit bien, toutes les études montrent que les salaires sont dans les moyennes basses, enfin en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc il y a Oui, un puis ne véritable serait-ce souci. que les soignants pour se loger ou Oui. se nourrir, Voilà. c'est la base. Elles n'y Surtout arrivent à pas. Paris, oui. Au niveau infirmier, on voit bien, et aide-soignant, que les salaires sont un peu justes. Moi, je suis à La Rochelle et on commence à être touché aussi par des problèmes de recrutement à cause du prix du logement qui augmente. La Rochelle est une ville chère. Voilà. Au niveau médical, on a parlé l'exemple des radiologues, mais il est clair que l'écart des rémunérations est un sujet. On en parlera peut-être. L'écart des contraintes, la permanence des soins est devenu un sujet aussi. Ce qui a fait beaucoup de mal aussi à l'hôpital, c'est le gel du point d'indice. Globalement, les 11 milliards, ça paraît beaucoup, mais c'est qu'un rattrapage partiel de ce qui n'a pas été fait pendant 10 ans. Les salaires hospitaliers, et qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, ont été gelés. Nous, on a fait une étude. Globalement, un médecin à l'hôpital a perdu en pouvoir d'achat un équivalent SMIC depuis 20 ans. C'est énorme. Donc, quand je disais tout à l'heure, on ne vient pas à l'hôpital, entre guillemets, pour l'argent, parce qu'on sait qu'on va gagner moins. Mais quand même, il y a un moment où c'est aussi une forme de reconnaissance, c'est aussi une reconnaissance de la responsabilité. Et ce problème d'argent est devenu d'autant plus important qu'il y a toutes ces contraintes de permanence des soins qui deviennent insoutenables et qu'on a perdu le sens et un peu ce qui faisait l'attractivité de l'hôpital dans les conditions de travail et la charge de travail. Oui, moi j'irais jusqu'à dire c'est la précarisation quand même, aujourd'hui, la rémunération. Alors, après, on va parler du management parce que c'est très important. Vous vouliez rajouter quelque chose, François Gulder ? Oui, il y a un problème. Vous savez qu'on porte, en tout cas on porte à la CSMF, et je porte une politique qui doit être faite de droits et de devoirs. Les devoirs, on les partage sur la permanence des soins, sur... Ça, c'est un devoir, la la permanence des soins. C'est un droit ou un devoir ? C'est un devoir qui est un devoir collectif. C'est un devoir territorial. C'est un devoir pour tous. Oui, on a l'impression que privé. parfois les libéraux freinent Pas du sur la tout. permanence des soins. Pas du tout. Non. Pas du tout. Les Mauvaise libéraux, lecture, non. les libéraux freinent sur une obligation individuelle, parce que cette obligation individuelle les priverait. Oui, mais vous savez très bien que ce que vous disent les hospitaliers. Après, les hospitaliers vous disent nous, on fait la permanence des soins et pas les libéraux. Mais c'est absolument faux. Les deux le font. Il suffit d'en donner les moyens à l'hôpital comme en libéral. Et le niveau de rémunération est un niveau... C'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse, mais c'est une réponse. D'accord. Accepter qu'un médecin soit payé 25 € pour un acte de consultation, c'est indigent. On est d'accord. Alors, sur le management, parce que... oui, mais enfin, on ne peut pas dire... Il y a Étienne Maviel qui a fait... Oui, mais 25 €, d'accord, mais enfin, il y a d'autres formes de rémunération de la médecine de ville, quand même. Il y a des forfaits, il y a des... Certes, mais je pense que la médecine... Et vous restez quand même très attaché à la rémunération à l'acte. Absolument, parce que je pense que les forfaits doivent être là essentiellement pour l'organisation et que la médecine de soins et l'acte de soignant doit être... Il n'y a pas de contradiction, à votre avis? Ah non, je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux. On ne se focalise pas uniquement sur les rémunérations. Oui, c'est un vrai sujet. Même si c'est un vrai sujet, oui. Il faut un peu revaloriser la permanence des soins, mais c'est clair qu'à l'hôpital, l'augmentation des gardes ne suffira pas. Il y a un véritable problème d'équilibre de la répartition des contraintes, et notamment sur les soins non programmés de journée. Le problème me semble moins la nuit profonde que la journée. Absolument. Il y a un véritable déficit de prise en charge des soins non programmés dans énormément de territoires. Il y a des territoires où ça marche, mais il y a quand même beaucoup de territoires où ça ne marche pas. La réponse sera peut-être le SAS, le service d'accès aux soins. Le management à l'hôpital comme en ville, en clinique, on a l'impression qu'il y a un défaut important de management. Il n'y a pas de management de proximité, alors que l'activité est de plus en plus complexe, les réactions doivent être de plus en plus rapides, il y a de plus en plus d'acteurs autour du patient, il y a besoin de coordination, de réactivité. Il y a des défauts de management qui ont été soulignés par Étienne Maviel dans un livre récent, et on l'avait invité en début d'année. Manque de reconnaissance, de gestion des conflits, incapacité à fédérer une équipe, hiérarchie exclusivement descendante. Alors, est-ce que c'est vrai Ce sont des prétéritions. Ce sont des prétéritions. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est des propos d'un spécialiste qui a enquêté, alors beaucoup à l'hôpital, bien sûr, mais en clinique, c'est ça. Alors, est-ce que ce management qui est fondamental, qui est un mot un peu bizarre, management, c'est mal vécu parfois, ce mot, mais est-ce qu'il y a un vrai problème d'organisation avec le management, le chef de service, etc., donc en ville et à l'hôpital? Et quelles sont très rapidement les solutions? Alors, Franck de Vulder. M'accueillir tout à l'heure en saluant ma nouvelle présence à CSMF qui est en pleine refondation. Et refondation autour de l'entreprise.
et entreprise au sens esprit d'entreprendre. Donc vous êtes un manager, vous. Et je pense que je suis un manager dans mon organisation personnelle. Je me suis inspiré, je parlais des radiologues, de l'esprit managérial des plus gros que moi, radiologues, biologistes, anesthésistes, qui sont devenus de vrais entrepreneurs au sens noble du terme. Et je pense qu'il faut que nous, professionnels de santé, médecins libéraux, autres professionnels de santé, puissions acquérir progressivement cette culture managériale afin d'améliorer l'offre de soins. Je pense qu'on a dû... Et ce n'est pas notre culture. On passe 10 ans ou 11 ans sur les bancs de la faculté de médecine et on ne nous l'apprend pas. Eh bien, c'est tout notre engagement. En fait, moi, je voudrais revenir sur... tout à l'heure, j'ai parlé de travailler ensemble. En fait, c'est de la coordination. C'est se regrouper pour mieux coordonner les parcours. Et pour ça, c'est connaître la profession de chacun. Quelle est la bonne compétence au bon moment dans le parcours de soins. Et ça va se passer par des organisations. Alors, vous parliez territorial. Moi, c'est vrai que je suis en libéral. Je suis en maison de santé. On est en train de construire le projet de la CPTS. Et donc, tout ça, c'est mettre les gens autour de la table. CPTS, voilà. Oui, pardon. Excusez-moi. C'est le collectif de libéraux, on va dire. C'est communauté professionnelle de territoire de santé. Et MSP, donc c'est maison de santé pluriprofessionnelle. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va travailler ensemble? C'est qu'on va monter un projet de santé commun. Et dans ce projet de santé commun, on va dégager des axes particuliers de travail pour répondre aux besoins de la population. Et ça peut donner un sens. Et donc ça va donner un sens aux professionnels et faire en sorte que l'efficience ou la qualité des soins soit intégrée dans les prises en soins ou dans les parcours de soins. Vous parliez tout à l'heure que les usagers rencontrent beaucoup de professionnels de santé. Quand on est porteur d'une maladie chronique, en général, on a en moyenne 21 interlocuteurs différents de professionnels de santé. Tatiana Henriot, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais, donc votre, oui, vous l'avez coupé. Non, je voulais un exemple sur le fonctionnement de votre CPTS. Il commence à y avoir un petit mouvement qui dit finalement les CPTS c'était une bonne idée, mais ça marche pas si bien. Alors, en fait, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut mettre quel sens on donne à tout ça. Si effectivement c'est qu'un sens de l'entreprise, excusez-moi, monsieur, mais ça ne va pas parler aux soignants que je suis, par exemple. Moi, l'entreprise, bien sûr, qu'en tant que libéral, je gère mes affaires, je gère mon portefeuille, voilà. Mais ça ne suffit pas. Moi, j'ai besoin, dans les prises en soins que je fais, j'ai besoin d'y mettre du sens. Et surtout, j'ai des usagers en face de moi, et ils ont besoin de comprendre ce qu'on fait de leur santé. Et aujourd'hui, ce qui manque cruellement pour moi, c'est la prévention, la promotion de la santé au quotidien et dans tout le système de santé lui-même. Et qui mieux que les soignants peut parler de ça? Qui mieux que les soignants va être au plus proche pour pouvoir porter et la parole de l'usager et la parole des professionnels. D'accord. Et en ça, donc voilà, le mot entreprise est un mot piégé, je pense. Non, mais c'est plutôt entrepreneurial. Mais attendez, Thierry Godot n'a pas parlé sur ce point de management fondamental à l'hôpital. C'est quand même. Est-ce qu'on peut en sortir rapidement? C'est notre question. Il faut. C'est un problème de management qu'on connaît depuis très longtemps. Le médecin, il est formé au biberon, à la liberté individuelle, à l'indépendance professionnelle, et le travail en équipe, c'est pas obligatoirement dans son ADN de sa formation. Or, on a bien vu à l'hôpital que les équipes ont grossi, il y a des liens et des besoins de coopération avec les soignants qui sont majeurs, mais les équipes médicales sont passées de 2, 3, 4 médecins. Moi, j'ai l'équipe des urgences, c'est 60 praticiens. Or, à l'hôpital, les médecins ne sont pas formés au management, n'ont pas de temps dédié au management. Et quand vous regardez souvent les histoires médiatiques qui font la une sur des affaires entre médecins, c'est souvent des petits détails du quotidien qui sont le point de départ, qu'on grossit, qu'on n'a pas su gérer, on a essayé de mettre la poussière sur le tapis et après ça explose. Donc il y a un véritable problème donc, de management, de conduite de projet, de management d'équipe. Il y a une véritable nécessité de coopération avec les services. Moi, j'étais autour de la table des négociations du Ségur. Dans les premiers, et puis d'ailleurs, ça a été signé dans les accords sur le Ségur, il y avait les réunions de services. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc qu'on aille mettre dans un Ségur, les réunions de services? Eh bien, ça a disparu de beaucoup de services. Et moi, mon expérience de président de CME, quand j'ai des collègues qui viennent et qui sont en souffrance, souvent, ce que l'on remarque, c'est qu'ils ne se rencontrent plus. On fait toutes ces réunions, les CREX, les RMM, pour parler des problèmes, mais pour parler du quotidien, on ne se réunit plus. Comment sortir? Là, c'est le concept. C'est recréer le service, mais concrètement, rapidement, comment sortir? Vous êtes satisfait, Thierry Godot, de cette idée de faire renaître le service? Ah oui. Ah oui.
C'est la base de l'hôpital. C'est l'équipe. Vous n'étiez pas un Il y a plein d'hôpitaux où le service n'a pas vraiment disparu, en tout cas dans les centres hospitaliers. Dans les CHU, peut-être un peu différemment, mais dans les centres hospitaliers, il y a quand même beaucoup d'endroits. Moi, le service reste le service. Alors, il y a les pôles. Il y a besoin d'un rééquilibrage probablement entre les pôles et les services, mais les services n'ont pas totalement disparu. Et le président de la l'unité de base de l'hôpital. Et le président de la CME que vous êtes a repris la main, ou un peu plus de pouvoir, ou d'initiative, de capacité d'initiative? Oui. Ben, je ne sais pas si je peux dire repris la main, parce que je n'ai pas toujours eu l'impression de l'avoir totalement perdu. Un bon hôpital, enfin un hôpital qui fonctionne bien quand même, c'est quand la direction et les médecins travaillent ensemble. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on avance ensemble pour trouver des solutions. Voilà. Donc la solution rapide pour que ça se passe bien, c'est le service qui fonctionne. Oui, c'est le service, c'est la reconnaissance du temps de management. C'est la reconnaissance du temps. Il y a eu des problèmes aussi sur le temps infirmier, les transmissions, tous ces petits détails du quotidien. Et puis, alors j'allais y venir, l'un des gros enjeux, et ça c'est facile à dire quand il y a des problèmes de démographie, c'est la reconnaissance de la charge de travail et des conditions d'exercice qui sont devenues le problème numéro 1. Le ratio professionnel par lit. Le ratio d'infirmières par lit, mais même au niveau médical. Je veux dire, on est dans un monde où on fait croire qu'on va toujours faire plus, finalement, avec moins. Eh bien non, les besoins de santé sont tels qu'on ne peut plus répondre. Donc là, il y a un véritable enjeu aussi d'organisation et de savoir les priorités de santé. Il faut un projet politique aussi sur les projets de santé. On n'a pas de projet de santé. Franck de Wilder veut intervenir sur... Moi, je voulais dire que, justement, par rapport à la souffrance des patients, le Villa-M, auquel on a enregistré une fois les contrepoids de la santé, a créé un numéro de téléphone gratuit pour aider les étudiants, les médecins dans leur souffrance et leur proposer des solutions. Vous vouliez dire... Oui, parce que j'ai bien vu que le mot sur le management, c'est que j'ai vu que le mot entreprise, vous le disiez, c'est peut-être un mot piégé. C'est un mot piégé. Voilà. Autrement dit, qu'est-ce que nous portons? Vous le savez, parce que vous l'avez lu, on porte en lien avec la Maison de l'innovation et de la médecine spécialisée le concept du cabinet 2030. Le concept du cabinet 2030, et c'est là où je retrouve le mot entreprise dans la façon dont je l'imagine. Oubliez le mot entreprise. C'est cabinet 2030, c'est pour nous travailler plus. C'est pas travailler plus individuellement, c'est se mettre à plusieurs en meilleure coordination, médecins, autres professionnels de santé, publics et privés, pour répondre à la demande qui est le problème de la société. Travailler mieux. Les critères de qualité sont insuffisamment pris en compte. La prévention qui devrait faire, je l'espère, enfin une entrée fracassante dans tous les secteurs. Il y a une grosse mission IGAS il y a quelques mois, en préservant la qualité de vie du soignant, en préservant la qualité de vie du médecin, de l'infirmière. Parce que leur vendre comme projet qu'ils répondent mal à la demande, parce qu'il y a une souffrance d'accès aux soins, et que donc finalement la solution, ce serait de travailler plus et de travailler sans cesse plus, c'est une solution qui ne fait pas rêver. Il faut mieux organiser les choses. Et donc, c'est ça l'esprit. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est le regard des Français. Le regard des Français, c'est Odile Peixoto qui va nous le dire, dans le sondage BVA qui a été réalisé pour les contrepoints de la santé. C'est assez impressionnant. Bonjour à tous. Donc, pour démarrer la cote de confiance des Français, est-ce que les Français font confiance au gouvernement en matière de santé? Là, on est à un des plus bas scores enregistrés. On est à 34% d'opinion favorable. C'est étal, en fait, depuis le début de l'année. Donc il y a quand même... Et les débats de la présidentielle n'ont pas visiblement arrangé les choses. 60% de nos concitoyens disent avoir des difficultés d'accès aux soins, ça a été souligné. Alors évidemment, il y a des différences selon les zones. C'est 49% dans les grandes villes versus 68% en milieu rural. Mais voilà, on a quand même un vrai problème d'accès aux soins. Et on demandait aux Français si les derniers professionnels de santé qu'ils avaient rencontrés leur semblaient, alors évidemment c'est une perception un peu subjective, leur semblaient fatigués physiquement ou psychiquement. Donc on a les deux chiffres, mais l'un ou l'autre, on est à 54% des Français qui disent que les professionnels qu'ils ont consultés récemment, au cours des derniers 6 mois, leur ont paru fatigués. Alors évidemment, ce chiffre moyen est assez impressionnant. Il recouvre des disparités selon les professions, puisque celles qui paraissent les plus fatiguées, je le mets au féminin, parce qu'à un moment, il faut assumer les choses.
il y a quand même aussi, je vais en parler, il y a quand même un problème d'intersectionnalité dans cette fatigue. Je pense qu'elle pèse plus pour les femmes soignantes, qui sont en majorité des infirmières. C'est les infirmières en établissement de santé qui paraissent fatiguées aux patients. Il y a 69% des personnes qui ont été soignées par une infirmière à l'hôpital qui ont eu l'impression d'avoir affaire à une infirmière fatiguée. Infirmières en ville, 63% des Français les jugent fatigués. Les médecins, c'est un petit peu mieux, mais quand même, les médecins à l'hôpital semblent plus fatigués. 59% des Français les jugent fatigués, versus les médecins de ville, 56% pour les spécialistes, et les MG, 54%. Donc de toute façon, quelle que soit la population, les personnels soignants donnent l'impression quand même qu'ils sont fatigués. Et quand on pose la question directement, quelle est selon vous la profession parmi les professionnels de santé la plus en souffrance? On a les infirmières à l'hôpital, 73% des Français. C'est vraiment la population qui sort de manière très très frappante. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour elles de manière urgentissime. Les aides-soignants qui arrivent derrière avec 53%. Les médecins à l'hôpital, 30%. Les médecins généralistes de ville, 21%. Les infirmières de ville, 12%. Et puis les autres professionnels, pharmaciens, psychologues, kinésithérapeutes, biologistes, on a des scores beaucoup plus faibles, de l'ordre de quelques pourcents. Donc on voit quand même qu'il y a, notamment à l'hôpital, mais aussi en ville, et c'est sans doute dans cette articulation de meilleure coordination qu'on va trouver des solutions. Première chose, il y a quand même un clivage au sein de la population, puisqu'on a quand même posé un item provoquant à un moment. On leur demande, mais finalement on accorde trop de place au malaise des soignants, c'est bien pire dans de nombreuses autres professions. Alors ça, c'était un item un peu provoquant, et on a 46% seulement des Français, c'est-à-dire qu'on a quand même une majorité de Français, 54%, qui disent ben non, les soignants sont vraiment parmi les populations les plus en souffrance. Donc il y a quand même une prise de conscience dans leur vécu au travers des consultations, comme je vous l'ai dit précédemment, mais même de manière générale, je pense que la population, là, ça fait des années que les soignants prennent sur eux, ça ne se voyait pas trop, là ça se voit. Ça se voit, et les Français ont d'ailleurs l'impression que finalement, les conditions de vie matérielles, on leur a posé la question, des infirmiers et aides-soignants sont trop mauvaises pour des soins de qualité, en précisant conditions de vie, logement, salaire. Vous avez 81% des Français qui sont d'accord. Donc il y a quand même une reconnaissance, effectivement, qu'il y a des populations, les infirmiers, les aides-soignants, qui ne sont pas suffisamment soutenus pour bien faire leur travail, finalement. La qualité de vie des professionnels de santé est très dégradée actuellement, donc c'est un item très fort, très dégradé. 86% sont d'accord, avec même 41% tout à fait d'accord. Donc ça se voit dans les soins. Voilà, le malaise des soignants se voit. Aujourd'hui, il faut vraiment réagir. Et on a aussi un dernier item qui est finalement, ça paraît une évidence, mais les Français sont aussi d'accord avec ça, la santé des professionnels de santé est à préserver plus particulièrement que pour les autres professions, parce que ça, c'est quelque chose auquel je pense tout le monde est attaché. On ne soigne bien quelqu'un que quand soi-même, on prend soin de soi. C'est valable pour les mères de famille qui prennent soin de leurs enfants. Si elles ne vont pas bien, la famille ne va pas bien. C'est évidemment le cas des professionnels. Donc là, vous avez 72% des Français qui sont d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait une dernière question. De quoi finalement les soignants ont besoin actuellement pour être plus épanouis dans leur travail? On était donc sur cette notion de redonner du sens. Qu'est-ce qu'il faut? Et là, je trouve que nos concitoyens, comme toujours, je suis toujours impressionnée de la pertinence des Français. Alors, ils disent qu'il faut plus de temps pour s'occuper des patients. 64%, c'est le premier truc qui part. C'est-à-dire qu'il faut cette gestion du temps, finalement, ce temps qui se consume, quelle que soit la profession. Le temps du soin est un temps humain et il y a une acuité particulière sur cette notion de temps. Donc, ça fait peser aussi le deuxième point, c'est la meilleure organisation, on en a parlé. C'est-à-dire qu'on peut gagner du temps en se coordonnant différemment. Et donc, les Français le citent, c'est le deuxième point, 34%. 33%, c'est le troisième besoin, c'est de la reconnaissance. Donc, il y a bien cette idée
d'investissement. C'est pas un métier comme un autre. On rentre pas dans ce type de profession. Donc il y a un besoin de reconnaissance. Et 4e point, presque au même niveau, de l'argent quand même. Donc, mais voilà, l'argent ne fait pas tout. Donc on est bien, vous voyez, sur, je trouve, une très belle réponse des Français. Je pense qu'ils ont bien compris. Et qu'ils ont peut-être, même au sein de groupes de travail, je pense qu'on pourrait intégrer des non-soignants, des patients, pour aider les soignants aussi dans cette réorganisation à repenser. Et puis après, ils ont besoin d'un peu plus de vacances, 11%, d'un meilleur management, 11%, de travail en équipe, 8%, mais c'est beaucoup moins flagrant. Donc du temps, de la reconnaissance et une meilleure organisation et plus de moyens, quand même un peu plus d'argent. Est-ce que vous avez demandé si les patients clients étaient finalement satisfaits des prestations qu'ils recevaient dans le secteur de la santé? Alors, ils sont satisfaits. Ça, on ne l'a pas demandé là dans ce sondage. Ils sont satisfaits. Néanmoins, ils ont conscience que c'est sur le fil. On le voit là. Ils ont l'impression qu'il y a des tas de professionnels de santé, infirmières et aides-soignants, qui ne sont pas suffisamment confortables dans leur vie matérielle pour pouvoir exercer leur métier en toute sérénité et correctement. Donc là, on est arrivé à un point de rupture qui se voit clairement. Ça fait longtemps que les soignants le savent. Je dirais que c'est des résultats qui montrent que ça se voit maintenant côté patient. Donc là, il est largement temps d'infléchir le système. Il est minuit, docteur Schweitzer. Il y a les mères de famille et les pères de famille. Si un père de famille ne va pas bien, la famille ne va pas bien. Alors, comment vous réagissez à ce sondage, à Thierry Godot? Alors, on peut être que d'accord. C'est vrai que c'est des réponses de bon sens. Est-ce que vous êtes étonné par le vote massif, je dirais? Deux petites réactions sans minimiser, parce que oui, les soignants et notamment les infirmières, mais pas que, souffrent beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être un petit biais dans l'analyse des réponses, parce que le patient hospitalisé, c'est surtout l'infirmière qu'il voit, donc avec qui il va tisser des liens un peu différents et une relation humaine un peu différente, qui fait qu'il est probablement un peu plus sensibilisé sur ça. Par contre, sur les moyens, il faut du temps. Ça, je suis d'accord. Mais attention, la réponse ne peut pas être « il n'y a qu'à embaucher », comme on dit. Il faut créer des postes. Il n'y a personne. Aujourd'hui, si on crée des postes, on se les pique. Donc voilà, la réponse de court terme, oui, il faut avoir cet objectif-là. Mais attention, il n'y a personne sur le marché du travail, entre guillemets, par rapport aux besoins. Un exemple, le ministre Olivier Véran a créé 15 000 postes à l'hôpital. Eh bien, 2 mois après avoir créé 15 000 postes, on a reçu une circulaire nous disant que les 7 500 premiers seraient sur des heures supplémentaires. C'est bien un aveu qu'il n'y a personne. Et la réponse, en effet, c'est où est-ce qu'on peut gagner du temps ? Comment on peut mieux s'organiser entre les uns et les autres pour savoir qui fait quoi. Moi, je suis diabétologue endocrino. Je considère qu'une IPA, j'en ai depuis 10 ans. Elle n'a pas le diplôme dans le service et on travaille ensemble. Et je pense que là, il est urgent surtout parce que les professionnels de santé, je pense, ont été trop dépouillés des projets de santé depuis des décennies. Et ça aussi, ça joue un malaise. Ce sont les autres qui décident pour nous, parce qu'on s'est peut-être aussi un peu désinvesti. On a trop longtemps dit, il n'y a pas assez de médecins, c'est le problème des politiques, ce n'est pas de notre faute. Il faut que tous les secteurs de la santé, tous les professionnels se réunissent, entre guillemets, nous on avait appelé un Élysée de la santé, on verra si c'est une conférence, à savoir comment on peut mieux s'organiser en cassant les murs entre les différents professionnels, entre la ville et l'hôpital, et ça, c'est fondamental. Oui. Et c'est aux professionnels de s'emparer de ça. Vous dites, autrement, c'est l'État, et l'État, il va mal décider. Thierry Godot, c'est une question. Hein. Vous dites un Élysée de la santé, alors que l'un des candidats vous dit, enfin même peut-être d'ailleurs les deux, actuellement, vous disent il faut déconcentrer. Pourquoi tout cela doit-il se passer à l'Élysée? Non, Élysée, c'est-à-dire que ça ne regarde pas non plus que le ministère de la Santé. Le problème de l'installation, ça renvoie aussi au territoire. Mais ça se passe peut-être aussi... C'était la symbolique de dire, c'était par rapport au Ségur dans notre idée. Ce n'est pas une histoire de ministère de la Santé, c'est vraiment l'État qui doit... Vous redemandez aussi des décisions... Alors, parce qu'il faut quand même qu'on ait les moyens de se décloisonner. Parce que moi, je ne crois pas qu'on travaillera réellement public-privé, ville-hôpital, avec les modalités de financement actuelles. L'Ondam ville-hôpital, dans les parcours des maladies chroniques, ça n'a plus de sens. À un endroit
où il n'y a plus de libéraux, plus assez. L'hôpital, il fait entre guillemets des soins de ville de spécialité, d'un territoire à l'autre. Pourquoi c'est sur l'Ondam hôpital? Il faut savoir si les patients sont traités correctement, au juste soin, au juste coût sur un territoire. Il faut que cette organisation, par contre, elle se décline territorialement, mais il faut que l'État, quand même, donne la grande ligne, Alors, les priorités de santé et les modalités de financement. Vous allez réagir au sondage, mais sur l'avenir quand même. En effet, le président actuel, qui sera peut-être réélu, propose une conférence de la santé. Alors, on a eu les états généraux, on a eu beaucoup de conférences comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui ferait... Est-ce que c'est une bonne idée, cette idée de conférence qui réunit tous les professionnels pour redéfinir les missions de chacun, redéfinir les rémunérations, vous voyez un peu l'ampleur du problème. Est-ce que c'est une bonne méthode et comment vous y associerez-vous? Oui. Et alors, Franck de Vulder. Bien sûr, Franck de Vulder. Mais sur les rémunérations, il y a quand même, j'aimerais bien avoir un petit débat sur la rémunération à l'acte et ce que vous... Non, on a déjà parlé des rémunérations. Il n'y a pas que la rémunération dans la vie, on l'a bien vu, les Français. L'acte intellectuel, notamment, qu'il faut revaloriser. Voilà. C'est ça le son. Ça, c'est un diabétologue qui dit ça, il a raison. Franck de Vulder. Et d'emblée, je partage avec ce qui vient d'être dit. Vous savez que nous défendons une hiérarchisation des actes de consultation, donc de l'acte intellectuel, à 4 niveaux. D'accord. Est-ce que la conférence... La conférence, c'est une aspiration, je pense, pour chacun, pour les usagers, pour les médecins, pour les autres professionnels de santé. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas de solution magique. Vous le disiez il y a quelques instants, on l'aurait trouvé depuis bien longtemps. Il n'y a pas une solution unique pour tout le monde. Donc il faut vraiment que tout le monde se réunisse, et vous pensez que ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de concret, rapidement efficace? À partir du moment où on a dans l'idée de remettre au cœur du débat la confiance, de l'autonomie, de la liberté et du sens de la responsabilité pour chacun, finalement d'avancer dans une politique de droit et de devoir pour tous, de tout secteur et tout acteur. Parce que sinon, on peut se balancer à la figure, les uns et les autres. Et chez moi, le libéral ne fait pas ceci. Et chez moi, l'hospitalier aussi, parce que les contre-exemples sont prégnants. On voit bien votre enquête, madame. Oui, il y a 2 choses dans cette enquête qui retiennent mon attention. 1, et on le disait depuis le début, il y a un mal-être général de toutes les professions de santé. 2, la vision des Français qui ont été interrogés est essentiellement centrée sur l'hôpital public. Je ne cherche pas à opposer les deux. Mais finalement, à mes yeux, c'est à la fois parce qu'effectivement, il y a ce patient hospitalisé qui est en contact avec l'infirmière de l'hôpital, je dis combien je les connaissais familialement, mais aussi parce que les politiques de santé depuis tant d'années ont été essentiellement centrées sur l'hôpital. La question hier posée au débat, c'est pas comment va la santé, c'est comment va l'hôpital. Et quand et l'accès aux soins. Et l'accès aux soins. Mais quand je lis ça, et que je sais par ailleurs que 92% des consultations médicales en France, 92%, sont faites en libéral. Je pense qu'on a des métiers complémentaires et pas en opposition. Que c'est 80% des actes de radiologie, c'est 80% des actes d'endoscopie. Donc je pense qu'il faut se réunir, se parler et ça trouver risque, ensemble des solutions. Comme dirait Pascal, ça risque de buter sur les rémunérations et le mode de rémunération. Moi, je vais aller plus loin, parce que vous avez dit, le patient rencontre l'infirmière à l'hôpital. Je suis désolée, les infirmières, elles travaillent dans tous les milieux, que ce soit le scolaire, le milieu du travail, que ce soit en ville, que ce soit en établissement privé, c'est partout. On trouve des infirmières partout. Vous allez faire une croisière, vous avez une infirmière sur le bateau. Et il n'y en a pas dans les EHPAD la nuit. Voilà. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais quand même mettre en valeur, c'est que les soignants sont bien formés. Aujourd'hui, les infirmières, on a une formation qui soit généraliste pour l'infirmière de métier socle, spécialisée pour certains plateaux techniques qui répondent à l'hôpital ou en clinique. D'accord, mais est-ce que la question, c'est est-ce que la conférence... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, mais on sait que les infirmières sont bien formées. Et les infirmières en pratique avancée, qui sont le grade intermédiaire, qui, elles, ont aussi une formation généraliste. D'accord. Est-ce que la conférence est une solution? Est-ce que vous y participerez? Est-ce que ça peut permettre de déboucher sur des mesures rapides? Alors, moi, aujourd'hui, je rejoins ceux qui sont autour de la table en disant qu'effectivement, le fait que le ministère de la Santé ait certaines attributions et que d'autres ministères aient d'autres attributions sont un frein au développement. Et moi, je le vois en tant qu'infirmière en pratique avancée, dans l'accompagnement de l'implantation de ce nouveau métier, de cette innovation dans le système de santé, on a affaire à tous les services de l'État et pas que le ministère de la Santé. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous répondez pas à notre question. Est-ce que la conférence, qui peut impliquer différents ministères, est-ce que la conférence peut être une solution? Je ne sais pas si ça sera une solution en soi, parce que pour moi, c'est une concertation supplémentaire. Et donc, c'est encore, on se réunit et on en parle.
Nous, aujourd'hui, on a besoin d'actions concrètes. Et tous les Voilà. soignants ont besoin d'actions concrètes. Thierry Godot, avant de passer la Donc parole il à faut une Renaud. volonté politique et une volonté de changer et d'agir. D'accord. La solution, elle se trouve sur le terrain, Oui. avec les gens qui travaillent ensemble au quotidien. Tout est L'intérêt de, déjà identifié. l'intérêt de la conférence, c'est de nous donner les clés et les leviers de la réussite de la mise en œuvre sur le terrain. Quand je disais tout à l'heure, le financement, c'est que malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, les modes de financement des différents établissements font que je n'y crois pas sur des collaborations très... On est en mode concurrentiel, quoi qu'on dise. Oui. Et donc, il faut aussi donner des leviers incitatifs aux coopérations qui n'existent pas aujourd'hui. Est-ce que, Il C'est nous ça reste 2 l'intérêt de la minutes. conférence. Question, Ce sont les leviers, mais la réussite, c'est le terrain. est-ce que Thierry Godot, vous seriez prêt, dans vos services, dont vous avez vous avez vanté les mérites, est-ce que vous seriez prêt à accepter, par exemple, qu'une infirmière, une soignante, soit chef de service dans votre hôpital? Ou c'est toujours les médecins qui doivent être chefs de service? C'est ça, ce serait pas ça un pluriprofessionnalisme heureux? Mais Alors, c'est une, réponse. c'est une question piège. Oui, c'est Non, une non. question piège. Mais On pourquoi a pas renforcé déjà le cadre. Moi, Je enfin, crois qu'au je Canada veux et dire- aux États-Unis, ça existe. Hein. ça dépend quelles sont les missions et attributions des chefs de service. Aujourd'hui, dans les missions et attributions des chefs de service, je vois pas. Enfin, je veux dire, il y a quand même le projet médical, la stratégie. Il y a des problèmes d'organisation, mais je veux dire quand même. C'est quand même le médecin qui D'accord. porte Réponse la claire. stratégie. Réponse du claire service. qui ne convainc pas. Par contre, il ne peut pas le faire tout seul, d'où le renforcement cadre. D'accord. Alors, une question Twitter, comme on dit, Renaud. Oui, juste une précision. Maintenant, on est passé sur LinkedIn, puisqu'on a une communauté qui grandit et qui a des échanges de qualité sur LinkedIn. Donc, pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à nous poser des questions via LinkedIn. Une question, je reformule et je regroupe un petit peu les commentaires et questions qu'on a eues et qui rejoint complètement, qui est une suite de l'échange à l'instant. Il y a un commentaire qui revient, je dis oui, ça fait des années qu'on fait les mêmes constats, sauf que d'année en année, la force du constat augmente. C'est-à-dire que d'année en année, c'est urgent, très très urgent, très 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 urgent. Voilà. Il y a l'impression qu'on ne sort pas de ce cercle-là. Et il y a une question qui émerge, et on l'a vu aussi dans des propositions de professionnels de santé, des propositions de candidats, qui est de dire la diversité des statuts qui longtemps a été considérée comme la force de la France. C'est-à-dire qu'il y avait une complémentarité entre privé et public, et que le privé était plus agile, peut-être que le public était plus puissant. On va dire, bon voilà, on va... Non, c'est important, monsieur le journaliste impatient. La question derrière, c'est est-ce qu'aujourd'hui, cette diversité-là ne devient pas en fait un obstacle à l'évolution positive du système de santé et de l'offre? Et est-ce que les propositions autour des statuts uniques ne sont pas aujourd'hui la seule solution pour éviter ces constats grande conférence pour poser exactement ce que vous venez de dire, mais tant qu'on ne touche pas au socle, à la construction, est-ce qu'on en sortira? Alors, le statut unique. Alors, il nous reste 2 minutes, donc on va faire un tour de table. C'est important comme question. Vous militez pour vous. En une minute, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc évidemment, je pense qu'il faut décloisonner et aller vers un statut unique et plus de souplesse. D'accord. Et deuxièmement, mettre en place de la confiance. D'accord. Madame Henriot parlait tout à l'heure de la création d'une CPTS. Elle n'aurait pas le temps en 30 secondes d'expliquer. Mais la complexité, je pense qu'elle est partagée à l'hôpital, mais en tout cas pour le médecin libéral, la complexité de se coordonner et de s'organiser, pas entre nous, mais avec la puissance publique, qui est un frein. Vous parliez du SAS, en un mot. Lisez l'avenant numéro 9, Service d'accès aux soins. service d'accès aux soins, qui permet d'accéder à du soin non programmé. Mais la complexité d'usage et la confiance a complètement D'accord. disparu. Alors, Donc mettons la confiance sur le et la statut, simplicité. sur le statut des professionnels de santé, est-ce que vous pensez qu'il faut... Alors, pour les infirmières, c'est différent des médecins, évidemment. Quelle est votre réponse à la question de Renaud Degas? Et après, on conclura... Moi, je pense qu'effectivement, la complexité du système de santé lui-même, le financement, on en parlait tout à l'heure. Si on prend le parcours du malade qui a une maladie rénale chronique, vous avez plein de financements différents pour ce parcours-là. On parle du statut des Donc, professionnels. Oui, mais j'y viens en fait. Oui. Comme il y a plusieurs financements, en fait, il n'y a rien qui converge. Et là, aujourd'hui, on a besoin de ces points de convergence. On a besoin de ces leviers. Et je dirais autre chose, c'est que la conférence, oui, à condition qu'on puisse jouer notre rôle d'influenceur, Bien sûr. quel qu'il soit. Et je ne vais pas utiliser le mot de leader, mais le leadership, c'est ça. Le leadership Bien sûr. clinique,
On a besoin de mettre ça dans nos politiques de santé et dans les décisions. Et ça passera peut-être par une concertation, mais les constats, aujourd'hui, on les a déjà. La promotion de la santé, on en parle depuis 30 ans. C'est toujours pas acté dans nos politiques actuelles. Alors Thierry Godot, le statut. Et après, conclusion, Pascal. Moi, je reste dubitatif sur ça. Tout dépend comment est organisé le système, parce que si on dit statut unique, ça veut dire un système unique. Un statut, pourquoi pas d'établissement unique. Je veux dire, il faut voir jusqu'où on va, et on en revient. Ce qu'il faut, c'est partager aussi les droits et les devoirs. Je veux dire, c'est aussi ça derrière tout ça. Et statut unique, je ne suis pas sûr, moi, que ça soit compatible avec la rémunération à l'acte qui est actuelle. Quoi, voilà. Donc Pascal, ça, je reste dubitatif. Moi. On arrive au terme. Eh bien, 1 heure de débat. Je pense qu'on a une vision plus claire de ce qu'il faut faire. Pascal, en tout cas, effectivement, on a abordé des sujets sans doute essentiels qui seront probablement, gageons sur l'avenir, qui seront les sujets du prochain quinquennat qui va s'ouvrir. Et donc, on verra comment la santé sera un des sujets centraux de la nouvelle période. Nous remercions l'ensemble des équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, la veille des acteurs de la santé, LDC Santé et Hortus. Et merci très sincèrement à nos partenaires qui nous suivent et qui nous accompagnent, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, Medtronic, Point Vision et CARE. Votez bien. Merci. Merci à vous. Merci. Bon week-end. Merci.